Bonjour, c'est pour un retour ou pour un prêt? Épisode 5. 50 nuances de geek. Salut la compagnie, je suis H. Dynasty et cette semaine encore, je suis de retour au prêt. Pour m'accompagner au comptoir de prêt, aujourd'hui, j'ai avec moi Fred. Bonjour. Salut H, Comment vas-tu? je vais très bien. Après samedi, c'est en pleine forme. Bah justement, nous sommes aujourd'hui le mardi 9 avril. Probablement pas pour vous parce qu'on est dans le passé. Et samedi passé, on a eu une très très grosse journée. Qu'est-ce qu'on a fait samedi passé? Alors samedi passé, c'était la journée manga. Mhm. On a accueilli plein d'enfants qui sont venus faire en début de matinée des badges Pokémon. Et puis l'après-midi, on a eu Laurent Bruyère qui est venu faire un atelier de customisation de casquettes. Customisation de casquette, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que chaque enfant qui était inscrit à l'atelier a décoré lui-même sa casquette avec des Posca. Donc en fait, comme c'était le thème manga, Laurent Bruyère avait déjà fait des esquisses sur les casquettes de personnages de manga. Alors soit le personnage complet, soit un personnage déjà modifié. Je veux dire, il aime bien associer deux personnages ou des éléments de plusieurs mangas ensemble. Oui. Toi, typiquement, t'avais fait une casquette Pikachu avec le chapeau de paille de Luffy pour ton fils, c'est Oui, ça? tout à fait. Bah justement, très très belle transition, Pikachu et Luffy. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de Pokémon et de manga. Alors, l'intersection la plus évidente entre les deux, c'est évidemment les mangas Pokémon. On en a quelques-uns à la bibliothèque, non? Oui, depuis pas longtemps, Mhm. mais on en a quand même maintenant un peu plus que 10, je pense, dans la série manga en jeunesse. Alors, les mangas Pokémon, c'est des mangas très particuliers parce qu'ils n'ont pas grand-chose à voir avec la série animée, mais ils se rapprochent un petit peu plus du scénario des jeux vidéo, mais avec des thèmes un petit peu plus intéressants, je trouve, de manière générale. Je sais pas si tu les as lus, toi? Je ne les ai pas lus, mais je t'avoue que je suis une joueuse compulsive, j'essaye d'avoir tous les Pokémon. Et c'était quoi ton premier Pokémon? Ah, je pense que mon premier Pokémon, c'est Salamèche, parce que je suis vraiment plutôt fervente des Pokémon feu. Mhm. Et du coup, avec mes enfants, donc on a commencé avec une Nintendo DS. On se battait pour choisir le starter. On n'était jamais d'accord. Ma fille préfère les Pokémon eau, elle préfère Tiplouf. Mhm. Et puis alors, mon fils, lui, il aime bien les Pokémon plantes. D'accord, donc vous avez commencé avec Diamant et Perle? Je ne sais plus. Il y a quand même un sacré bout de temps. Mais je sais qu'ils ont eu Diamant et Perle. Oui, peut-être bien que c'est celui-là avec lequel on a commencé. Et figure-toi qu'en fait, j'ai pris ce jeu Mhm. parce que mon fils avait d'énormes difficultés en lecture et il n'était pas du tout motivé. Et j'ai découvert que via les jeux, dans Pokémon en tout cas, il y avait toujours des interactions avec les PNJ. Il fallait, PNJ, donc personnage non joueur. voilà, il fallait leur poser des questions pour savoir quelle était la mission à remplir et pour avoir les indices sur où trouver certains objets pour pouvoir progresser dans le jeu. Oui, parce que dans Pokémon, c'est très restrictif si on ne remplit pas les conditions pour passer pour sortir d'une certaine ville. On ne peut pas sortir de la ville, point final. Et c'est pas, enfin, on est obligé de lire d'une manière ou d'une autre pour comprendre ce qu'il faut faire. Enfin, ou alors on essaye séquentiellement toutes les possibilités, mais je pense que c'est plus facile d'apprendre à lire que d'apprendre les permutations mathématiques. Encore que... Je pense qu'il y a un moment dans le jeu, quand tu as compris le principe, tu sais te débrouiller sans tout lire.
Mais il y a quand même des indices indispensables Mhm. parce qu'on te dit d'aller parler à tel personnage pour qu'il te donne un objet, un œuf ou d'autres choses. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous en tant que bibliothécaires. La semaine passée, on parlait avec Caroline au phare, justement, de jeux de société et de jeux vidéo, et c'est pas anodin que ces médias soient disponibles à l'emprunt dans des bibliothèques, enfin, en l'occurrence à la ludothèque du phare, mais les jeux vidéo, les jeux de société, c'est aussi la lecture publique, c'est aussi de la lecture, enfin, dans l'énorme majorité du temps. Quand je faisais mes études de pédagogie pour devenir prof de français, ça fait maintenant très longtemps, j'avais ma prof de type et genre de texte qui disait tout le temps que tout médium était un texte et que tout texte avait une grammaire, que la danse a une grammaire et que c'est un texte qu'on ne va pas savoir comprendre sans en connaître la grammaire, etc., etc. Et de la même manière, même s'il n'y a pas forcément de lecture dans les jeux vidéo, il y a quand même un texte, il y a quelque chose à en tirer. Bon, ben, Space Invaders, Oui. c'est pas un texte très profond non plus, mais il y a des très vieux jeux qui ont... Ah, c'est plutôt les mathématiques en fait, Ouais. il faut connaître les séquences. Mais donc c'est intéressant aussi en fonction de des besoins. C'est un bon médium en fait pour capter l'attention, je pense. Oui, c'est clair, et c'est... Enfin, on le voit de plus en plus avec la gamification dans l'enseignement, où de plus en plus d'activités d'apprentissage sont transformées en mini-jeux, et on va pas se mentir, ça fait pas toujours un carton, mais ça peut beaucoup aider certains enfants. Mais je suis intimement persuadée que si l'enfant s'amuse, il va plus apprendre et plus retenir ce qu'il fait que si il s'ennuie, parce que son esprit sera pas focalisé sur ce qu'il fait. Ce qui est justement la raison derrière le fait d'avoir commencé à faire jouer ton fils à Pokémon derrière, Oui, aussi. pour la lecture. Oui, c'était un peu aussi une carotte. avec Logan, c'était difficile de l'intéresser. Mhm. Et donc, ça, c'était aussi un moyen d'avoir son attention et son intérêt. Et puis, moi, comme je te disais, ma jeunesse, c'était les années 80. Mhm. En fait, c'est vraiment la période où les mangas, en fait, les animés étaient vraiment très, très présents à la télé. Oui, t'as connu le Club Dorothée, du coup? Ou Oui. c'était plus tard? Non, Non. j'ai C'était dans ta connu le jeunesse? Club Dorothée, ouais. Oui, oui. C'était quoi? Qu'est-ce que tu aimais le plus dans le Club Dorothée? Enfin, comme animé qui passait dedans. Oula, le plus. Ben, j'aimais bien Senseiya, Ouais. qui s'appelait à l'époque Les Chevaliers du Zodiaque. Sinon, bon, quand j'étais plus jeune, il y avait Candy. Mais là, j'étais beaucoup plus jeune quand même. Ça, c'est encore les années 70. Oui, mais c'est important parce qu'au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Je vois que tu connais les classiques. Oui, c'est très important de connaître ces classiques. Ensuite, demande-moi de citer Les Misérables et tout de suite, ça va moins bien se passer. On se rejoint. Là, je vais avoir plus de mal aussi. Mais donc, moi, je suis vraiment attachée au manga. J'aime beaucoup. D'ailleurs, ça m'arrive d'en conseiller à la responsable des achats BD. À Elpi, donc. Ouais. Elpi, qui m'a fait lire mon tout premier manga. Elle m'avait conseillé pendant très longtemps Hikaru no Go. Mais finalement, j'avais pas lu Hikaru no Go. Faut dire, j'étais assez jeune et le Go, c'est un jeu très abstrait. Oui.
Même s'il n'y a pas du tout besoin de comprendre les règles pour apprécier à sa juste valeur le manga, je trouve. Mais tu avais quel âge quand Elpit te l'a conseillé? Je sais pas, je devais avoir 9 ans. Moi, je trouve que ce manga-là, particulièrement, il faut le lire plus tard quand même. Oui. Je trouve. Par rapport à tous les enjeux qui sont évoqués, je pense que oui, il faut... Moi, je dirais même presque 13-15 ans. Mais je l'avais finalement lu dans ces eaux-là, ouais, entre 13 et 15 ans. Et franchement, ça a été un très gros coup de cœur, mais je pense que si je l'avais lu à 9 ans, ça me serait complètement passé par-dessus la tête. Exactement. Et alors, tu n'es certes pas la responsable de l'acquisition des mangas et des BD, mais est-ce que tu as tout de même, je vais dire, un manga que tu as particulièrement envie de faire découvrir à nos auditeurs? Eh bien, il y en a beaucoup. Donc, c'est difficile de choisir. Mais je vais plutôt parler de quelque chose qui est assez récent à la bibliothèque et qui sort un peu vraiment du lot. Donc c'est un manga qui parle des poissons des abysses. Il s'appelle Deep Sea Aquarium Magimel. Je le trouve très intéressant parce que c'est à la fois presque un sujet documentaire, mais il y a vraiment une histoire. Donc on suit le jeune Kotaro qui est balayeur à l'aquarium. Et par un heureux hasard, le directeur de l'aquarium le voit occupé à parler aux visiteurs. Et en fait, Kotaro est vraiment un passionné de poissons des abysses. Et donc, il s'y connaît. Et il donne des informations aux visiteurs. Et donc, le directeur va lui proposer une place, en fait, d'aide à l'aquarium. Et je le trouve vraiment bien. Je pense qu'on peut lire à partir de 10 ans, mais sans doute les enjeux seront plus intéressants à partir de 13. Mais voilà, il peut être lu par tout le monde finalement. Oui, c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup avec les mangas, c'est que peu importe le sujet à première vue, ça peut être un manga sur le jardinage en fonction de l'angle qu'on emploie. Ça peut être complètement passionnant d'apprendre plein de choses et à la fois de suivre une histoire. Mais ce que je trouve intéressant dans les mangas, c'est qu'il n'y a pas un seul sujet. Il y a toujours plusieurs angles et donc je trouve qu'on peut y trouver vraiment des choses intéressantes, quel que soit le manga qu'on lit. Merci beaucoup pour cette recommandation et dans un instant, on se téléporte. Waouh! La téléportation a réussi, ou en d'autres termes, j'ai pris le bus. Et je suis à présent au comptoir de prêt de la ludothèque du Phare, en compagnie d'un nouvel intervenant pour le podcast. J'ai le grand plaisir de vous présenter Tom. Bonjour Tom. Salut. Comment vas-tu? Écoute, très bien, merci de m'avoir invité à intervenir sur le podcast, c'est super. Justement, ici, juste avant, on a parlé de Pokémon et de jeux vidéo. Alors, sachant que tu es ludothécaire, je me doute que tu as pas mal de choses à dire sur les jeux vidéo. Tout à fait. Est-ce que tu as un intérêt particulier pour Pokémon par ailleurs? Alors, particulier aujourd'hui dans ma vie, pas spécialement, mais bon, je suis tombé en plein dedans quand c'est arrivé en Europe occidentale, donc je le porte quand même dans mon cœur plutôt bien. Ça reste un jeu, que ce soit les jeux vidéo ou le jeu de cartes, ça reste des jeux formidables. Et est-ce que tu as un Pokémon préféré? Après, j'ai toujours un faible pour les extrêmes outsiders, donc j'aime bien les Pokémon qui ont l'air un peu nuls comme ça. Porygon, j'adore vraiment. Je trouve qu'il sert à rien, mais c'est pour ça que je l'aime. Sinon, non, du classique dans le dessin animé me faisait rêver un peu. Oui, éventuellement Pikachu, Dracofeu, du classique. Voilà.
Ouais, Porygon, c'est quand même un petit peu plus rigolo comme chat. Oui. Moi, c'est Chapignon. Il est arrivé plus tard, celui-là, je le connais pas malheureusement, mais... C'était Ruby et Saphir. Ok, ouais, non, ça j'étais déjà... moi, j'étais déjà passé à autre chose, mais c'est très cool, ouais, que ça puisse traverser les âges aussi, comme ça. Oui, c'est clair. Il y a des études neurologiques qui ont été faites sur les zones du cerveau qui sont sollicitées quand les gens voient Pokémon. Et c'est des trucs de dingue. En fonction des âges et des générations, on voit que c'est pas les mêmes zones, que parfois c'est des souvenirs, parfois c'est l'émotionnel. Enfin, c'est... Oui, quelque chose qui est ancré dans la nostalgie comme ça, et donc si ça nous suit, oui, ça peut nous rappeler différentes zones du cerveau, quoi. Voilà. Mais ici, on a déjà suffisamment parlé de Pokémon avec Fred tout à l'heure. Parlons de jeux. Et oui, c'est pour ça que je suis là. Parlons peu, parlons bien. Peu. Le podcast fait quand même 30 minutes à chaque fois. Je sais pas si c'est peu parler. De quoi est-ce que tu aurais envie de nous parler ? Je peux parler de jeux pendant les heures. On peut parler, si c'est pour rester ici à la ludothèque du Phare, on peut parler des animations du mois du jeu, on peut parler des bienfaits du jeu vidéo, on peut parler des bienfaits du jeu de société, développement de l'enfance, et voilà, si toi t'as envie d'aborder un sujet en particulier, on peut tout faire. Bah, t'as évoqué le mois du jeu. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Donc dans les ludothèques, il y a certaines grandes associations, notamment l'ALF, qui est l'association des ludothèques françaises, entre autres. On aime à dire que y a la fête mondiale du jeu tous les ans, à peu près ça va être à peu près le deuxième week-end de mai, quelque chose comme ça. Le mois de mai, du coup, on peut un peu dire pour nous ludothèques que c'est le mois du jeu, donc c'est pour ça qu'on propose à différentes dates sur le mois de mai différentes animations pour la promotion du jeu, sa démocratisation, et puis toujours, c'est un peu le but de la ludothèque, que ça puisse toucher un maximum de monde aussi. D'accord, et bon, tout ça c'est un peu vague, qu'est-ce que vous allez faire ? On va y faire des choses incroyables. De façon plus pratico-pratique, on va avoir 2 ateliers de création de jeux, une table ronde, une conférence, et des tests de prototypes. Donc là, on s'est vraiment plus axé ce mois du jeu, ce mois de mai 2024 à la ludothèque du Phare, sur vraiment la création et qui sont les personnes un peu derrière le jeu, de la création d'un jeu, les auteurs, les autrices, et aussi essayer d'expérimenter à notre petite échelle, de voir ce qu'on peut essayer de faire comme idée, comme création en un temps donné. Donc on aura donc un stage pour les 8 ans plus, les 8-12, une semaine de stage. Et pour les plus grands, les plus de 12 ans, donc les adultes sont évidemment les bienvenus, un atelier de Game Jam, donc, où là ce sera sur 7 heures de temps. Ouais. Essayer de créer un jeu, un prototype plus ou moins abouti. Voilà, sachant que en 7 heures de temps, évidemment qu'on ne fera pas, sauf peut-être extrême bonne surprise, le jeu de l'année, mais ça permet peut-être de se dire ce qu'on peut faire et ce qu'on peut sortir. Et il en sort toujours des choses très étonnantes et surprenantes, et ça reste quand même un exercice qui est très très chouette en termes de processus créatif. Oui, si ça se trouve, on se verra à la Game Jam cette année, et puis l'année prochaine à Essen. Ah, peut-être. Peut-être là, un de nos prototypes gagnera un prix renommé. On ne sait pas, on n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise, effectivement. Ça a peut-être créé des vocations. Oui, parce que sans rire, un de nos prototypes ne gagnera probablement pas un prix renommé, mais au niveau des vocations, c'est de ça qu'il est question, c'est de se mettre en face du médium du jeu et d'aller un petit peu en coulisses et d'une part de voir ce que ça peut nous apporter et ce qu'on peut apporter au médium du jeu. C'est ça, et puis se rendre compte aussi du travail que c'est.
donner beaucoup de crédit à l'objet jeu en tant que tel pour essayer toujours d'acquérir ce statut d'objet culturel, et puis de se dire, ah oui, les gens derrière les boîtes, c'est pas juste un bête nom qu'on a écrit pour certains, essayer de vendre plus de boîtes, mais c'est surtout, c'est une passion, oui, mais qui demande vraiment beaucoup de temps, des efforts, c'est pas donné à tout le monde, et puis après, comme on dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus, voilà, même s'il sort et toujours plus de jeux sont édités chaque année, toujours, chacun le fait comme il peut. Il n'y a pas vraiment d'école, personne apprend, ou un petit peu, mais en tout cas, il n'y a pas une recette magique comme beaucoup de métiers de création, que ce soit la musique, la chanson, la danse. On fait, il y a un peu quelque chose de magique autour, et c'est chouette aussi juste de se plonger dans l'exercice de la création pour pouvoir sentir son cerveau qui chauffe, et ça bouillonne autour de la table, et on est content, même si au final, on n'a peut-être pas créé quelque chose d'incroyable, mais pour nous, c'est quelque chose de formidable. Oui, l'autre jour, on discutait avec Bernadette Gervais, qui est quand même une autrice, je ne vais pas dire à succès, mais très bien installée, qui vit confortablement de son métier d'autrice-illustratrice, qui est une illustratrice de talent, et qui, pour l'exposition ludique à la bibliothèque du centre, a créé plein de jeux, plein d'installations ludiques, et qui nous disait que malgré ça, malgré le fait que ces jeux aient énormément de succès avec tous les enfants qui viennent, et qu'elle les a déjà expérimentés précédemment avec des enfants de ses connaissances, c'est pas possible pour elle d'éditer parce que ça coûterait beaucoup trop cher, et les éditeurs ne pensent pas que ce serait rentable. Et c'est donc... ça, on est beaucoup dans une logique de rentabilité aujourd'hui. Après, on peut passer par des modèles alternatifs comme le financement participatif, mais l'auto-édition, ça reste très rare. Oui. Et ça coûte, oui, effectivement très cher. Je pense, si on prend, peut-être en compte l'augmentation des prix ces dernières années, je pense que auto-éditer un jeu pour 1 millier de boîtes, ça va coûter entre 15 et 20 000 euros peut-être. Donc ça, c'est un gros risque financier, et c'est pour ça que les éditeurs prennent... pour certains, pas de risque, et ce qui est dommage, mais en même temps, voilà. Compréhensible, d'une certaine manière. Oui, et puis 20 000 euros, c'est sans compter le salaire qu'il faut se payer soi-même si on veut survivre. Avec ça, on ne se tire pas du tout un salaire, je pense. Donc, Voilà, et donc il y a toute cette question, et voilà, avec le mois du jeu, on veut essayer de susciter des vocations, mais pour autant... Malheureusement, le médium du jeu, c'est quelque chose beaucoup moins facile d'accès que la musique, ou pour faire de la musique, il suffit de jouer de la musique. Pour faire du jeu de société, il faut créer du matériel et puis essayer de le diffuser. Ça peut être juste entre amis, et on crée parfois des jeux juste pour son propre groupe d'amis. C'est d'ailleurs comme ça que la plupart commencent. On s'achète 2-3 outils, un peu de matériel, et puis on fait tester à ses amis. Après, on peut aller faire tester dans une soirée jeu, puis après dans un festival, et puis de fil en aiguille, on rencontre des gens, on va pouvoir le montrer à l'un ou l'autre éditeur, et donc après un petit bonhomme de chemin, on peut aller loin quand même. Mais voilà, ça reste une passion avant tout, et voilà, n'espérez pas devenir millionnaire en créant un jeu de société. Oui. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup focalisé sur la Game Jam, mais il n'y a pas que ça. Une autre activité qui, je pense, pourrait être très chouette, c'est le test de prototypes de jeux. Oui, on a pas mal d'auteurs bruxellois qui viendront donc du 21 mai au 11 juin, lors de 5 soirées jeux. Ils viendront faire tester leurs prototypes. Et donc ça rassemble quand même plusieurs acteurs de la scène belge, bruxelloise du jeu de société. On a des responsables de la section ludothèque de la ville de Bruxelles, des auteurs, des éditeurs qui viendront avec leurs propres jeux, des professeurs, des universitaires, tous dans cette optique-là, et un illustrateur que j'allais oublier. Et voilà, le test de prototype, c'est un moment privilégié avec le jeu,
privilégié d'une part parce que c'est en quelque sorte une avant-première, mais d'autre part parce que notre expérience du jeu en l'état peut, d'une certaine manière ou d'une autre, façonner la façon dont il évoluera, et bon, pas forcément de manière significative. Alors, pas forcément ou pas, ça peut être très significatif. On peut en jouant à une idée, un prototype, donc un prototype c'est un jeu qui n'est pas fini, hein. On peut tout à fait rencontrer un problème que l'auteur ou l'autrice n'avait pas vu, et donc on peut vraiment influencer la création. À notre échelle de joueur, on peut déjà dire si on a aimé ou pas. Ça peut permettre à la personne qui a créé le jeu de corriger le tir sur à quelle tranche d'âge je vais le destiner, ce qui va influencer aussi à quel éditeur je vais pouvoir présenter ce prototype pour pouvoir avoir un espoir d'être édité. Mais ça reste, c'est comme tu le disais si bien, un privilège de pouvoir tester des prototypes. Moi je trouve ça toujours très chouette. Et puis si on a la chance de revoir ce jeu en boutique après, on peut se la péter auprès de ses amis en disant moi j'y ai joué il y a quelques années quand c'était encore un prototype. Certains des auteurs qui viendront faire tester leur prototype ont de grandes chances de voir l'un ou l'autre de leurs jeux édités dans les prochaines années. Merci beaucoup Tom. Mais avec plaisir. Et du coup n'hésitez pas à regarder le mois du jeu. On a parlé des créations de jeux et des soirées proto. Il y a aussi une table ronde et une conférence. Ça va être très cool vraiment. Si vous voulez avoir l'occasion de rencontrer de très belles personnes, des professionnels incroyables, très compétents, n'hésitez pas. Et puis au plaisir de vous revoir à la ludothèque du Phare. Et H, merci pour l'invitation. C'était super. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dans 2 semaines. Comme d'habitude, ça nous fera très plaisir si vous pouvez commenter, partager ou liker cet épisode. C'est vous qui faites vivre ce podcast. Alors si vous avez des questions, des suggestions ou des requêtes, n'hésitez pas à nous les transmettre. On se fera un plaisir d'aborder les sujets que vous nous suggérez, d'autant plus maintenant qu'on a 2 semaines à chaque fois pour préparer l'épisode suivant. Donc, ne soyez pas timide, et d'ici la prochaine fois, salut la compagnie!